Alors, quand on commence à parler, on se rend compte que notre débit de parole, il est attribuable à toute une série de choses. Par exemple, ici, j'ai la bouche pâteuse. Euh, du coup, vous allez entendre des mastications. C'est bizarre. Mes yeux sont particulièrement spectraux. Alors, ce que je voudrais faire, en fait, c'est simplement vous montrer que quand je me regarde, quand je me vois passer à la caméra, il y a des moments où je suis extasié. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'il est brillant, il est intelligent, ce mec, il dit des trucs incroyables. Et puis il y a d'autres moments où je me dis, mais il est complètement con, il dit que des conneries, il est idiot. En fait, il prend les gens pour des imbéciles, mais il n'en est même pas conscient. Et du coup, en fait, j'ai eu envie de faire cette vidéo avec une coupe de cheveux qui est probablement beaucoup plus éclectique, et puis avec des yeux qui sont exorbités, et un débit de parole qui va être beaucoup plus libre, parce que j'ai choisi de ne mettre absolument aucune inhibition dans mon débit de parole. Ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, ça va complètement changer par rapport à ce que vous avez déjà entendu, hein. Parce que si je me lâche, ben, il y a une espèce de flow euh, hmm, à queue, un truc qui est vaporeux. Voilà, vous l'entendez et ça se voit. Bon. Donc du coup, quand je perds le fil de mes idées, j'ai besoin de revenir à une espèce de conscience qui me permet de vous proposer un message. Et je ne savais même plus. Vous voyez la différence entre la préparation, la structure et la liberté de se laisser aller. Eh bien, c'est le chaos total des idées qui se télescopent, qui s'entrechoquent dans mon cerveau et qui m'amène à vous demander, ou plutôt à vous proposer quelque chose de différent. Alors voilà, je voulais parler de Sisyphe. Sisyphe. Sisyphe, c'est un héros grec de l'Antiquité qui est supposément l'un des fondateurs de Corinthe. Alors ne me demandez pas ce que représente Corinthe dans la Grèce antique, parce que ma connaissance est relativement limitée. Alors, tout ce que je vois, c'est une ville autour de laquelle s'organise une communauté qui est plus ou moins large. Alors, les spécialistes pourront me dire ce que représentait Corinthe, si c'était l'équivalent d'une région contemporaine de France, par exemple, ou autre chose. Donc voilà, Sisyphe, il est fondateur de Corinthe, ou cofondateur de Corinthe, et il est réputé particulièrement rusé. C'est un individu malin, habile, euh, intelligent, brillant. C'est un véritable forgeron. Donc il a cette faculté de proposer, de transformer le feu, ou plutôt de créer le feu et de transformer le feu justement, ou les objets incandescents en quelque chose de précurseur, de novateur, d'innovateur. Donc c'est un vrai innovateur. Okay, donc on retrouve dans Sisyphe déjà une espèce de correspondance ou une émanation avec Prométhée. Prométhée. Celui qui a délibérément donné le feu aux hommes, qu'il a volé aux dieux et qu'il a donné aux hommes. Donc ça c'est Prométhée. Mais donc Sisyphe c'est pas tout à fait la même chose, sauf que le type c'est un vrai inventeur, il est malin, il est habile, c'est un très bon politicien. Il organise relativement bien sa région, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait, pas loin de Corinthe, un personnage du nom de Asopos, ou Asopos, qui pourrait être associé à un fleuve, ne me demandez pas lequel. Et Asopos, eh bien, il est assez mécontent pour la bonne et simple raison que sa fille a disparu. Sa fille chérie, il l'aime de tout son cœur, c'est la prunelle de ses yeux, et il est absolument hors de question que quiconque ait des velléités sur le patrimoine, plutôt sur le capital de sa fille, eh bien, toute personne susceptible de vouloir ce sacrilège, eh bien, serait confrontée à l'ire, à la colère de notre ami Asopos. Donc Asopos, eh bien, sa fille a disparu. Et comme sa fille a disparu, il interroge tout un chacun jusqu'à ce qu'il rencontre notre ami Sisyphe, et Sisyphe lui dit pense savoir où elle est ta fille. Et donc, Asopos lui dit elle est où ma fille? Et il lui dit bah, ta fille, elle a été kidnappée par Zeus. Zeus, donc le fameux patriarche divin,
chez les Grecs. Et donc il lui dit, ben voilà, ta fille, elle a été kidnappée par Zeus. Donc évidemment, Asopos n'est pas très content. Et il va immédiatement demander à Zeus de réparer cet affront en lui restituant, toutes choses étant égales par ailleurs, sa fille. Et puis après, il y aura probablement des négociations sur qu'est-ce que moi je vais obtenir en échange, parce que c'est quand même abusé de, de ma chair. Bon, bref, donc en tout cas, Zeus est furieux parce qu'il perd le loisir exclusif de pouvoir buter sa tendre maîtresse, en supposant qu'elle fut totalement consentante, ce que l'histoire ne raconte pas. Je ne sais pas, je vous laisse le soin de décider si oui ou non la fille d'Asopos était consentante. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, Zeus est furieux parce qu'il a perdu ce loisir. Peut-être que c'était une véritable histoire d'amour, et donc il se sent lésé sur le plan de l'amour. Voilà, donc toute chose étant dite, Zeus choisit de punir Sisyphe pour cet affront, puisqu'il s'est vu frustré d'un amour naissant. Et donc il décide que pour cet affront, eh bien, Sisyphe a mérité la mort. Et donc Zeus lui envoie Thanatos, le représentant, qui est en fait finalement la faucheuse. C'est cette énergie qui, à un moment donné, vient nous annoncer que notre dernier jour ou notre dernier instant sur cette terre, dans cette incarnation est venu, que le moment est venu de passer à autre chose. Donc il vient chercher Sisyphe et il lui dit, voilà, Zeus a choisi que le moment de ta main était arrivé. Là-dessus, Sisyphe lui dit, je comprends, c'est légitime, et ben, je vais te suivre en fait. Donc Thanatos est ravi puisqu'il ne va pas se retrouver face à une opposition majeure. Sisyphe est d'accord de l'accompagner, sauf que Sisyphe lui dit, mais par contre, dans le contexte de ton occupation principale, est-ce que tu ne te trouves pas de temps en temps confronté à des individus qui n'ont pas nécessairement envie de te suivre, qui ont choisi que leur moment n'était pas venu, et que donc pour eux, il était absolument nécessaire de, de se soustraire à leur destin. Là-dessus, Thanatos dit, bah oui, ça m'arrive tout le temps, ils font chier, ils ruent dans les brancards, je suis parfois obligé de me battre. Puis de temps en temps, les scènes virent au pathétique. C'est vraiment du pathos pur et simple, hein, puisque je dois les traîner par les chevilles et ils gémissent, ils pleurent, ils maugraient. Et donc oui, effectivement, ça m'arrive. Là-dessus, Sisyphe lui dit, bah écoute, moi j'ai un truc pour toi. Ah bon, qu'est-ce que c'est, lui demande Thanatos. Et là-dessus, Sisyphe lui dit, bah écoute, j'ai inventé un nouvel alliage. Et grâce à cet alliage qui est absolument indestructible, j'ai fabriqué des menottes. Des menottes qui te permettront en fait tout simplement d'enchaîner la personne face à son destin et de ne pas lui donner la possibilité de s'extirper. Tu n'auras plus qu'à le tirer et tu es plus fort que lui. Oh, dit Thanatos, ça a l'air fantastique ton invention là. Bah, écoute, je sais pas, montre-moi. Et Sisyphe lui montre. Effectivement, il y a une petite paire de menottes et le métal semble blinquant. Il est presque bling bling, sauf que c'est probablement du platine ou du titane, on ne sait pas. En tout cas, c'est très 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 fort et il est absolument indestructible. Là-dessus, il y a Sisyphe qui lui dit, mais attends, tu vas d'abord, attends, je te le vends, hein, mais avant de payer même un acompte, vérifie que cet objet est absolument indestructible. Et Thanatos lui dit, bien entendu, okay, parce que c'est un homme d'affaires averti, et donc il se dit qu'il n'a absolument pas l'intention de se faire avoir, entourloupé, escroqué. Voilà, donc ceci me permet de vous dire que je bois un fond de bière. Et que ce soir, non seulement j'ai bu un fond de bière, mais j'ai également fumé un joint. Voilà, c'est peut-être aussi ce qui change l'énergie dans laquelle je me retrouve. Et donc ça vous donne la perspective sur un autre moi. Même si ce moi n'est pas nécessairement plus engageant ou plus enthousiasmant que celui qui se montre comme un professeur
presque le schtroumpf à lunettes. Ben voilà, en tout cas, il existe, celui-là, vous voyez, il s'exprime et il va continuer son histoire. Donc, Thanatos accepte la proposition de Sisyphe, se fait mettre les menottes et impossible de se libérer. Et il dit à Sisyphe, écoute, remarquable, j'achète. Là-dessus, Sisyphe lui dit, excusez-moi, Sisyphe lui dit, oups, j'avais complètement oublié un rendez-vous urgent, je reviens. Sisyphe s'en va. Et Sisyphe ne revient pas. Bah non. Du coup, Thanatos obtient aussi vite que possible de se faire libérer, parce qu'il existait un double des clés, on va dire ça. Et puis, il rentre bredouille chez le frère de Zeus, Hadès, le dieu des enfers, en disant écoute, j'ai été mandaté pour te ramener Sisyphe, en fait, globalement, il a disparu. Hadès se demande ce qui a pu se passer. Et puis, on cherche Sisyphe pendant un certain temps. Ça prend du temps. Jusqu'à ce que Zeus s'agace fortement de cette situation et qu'il demande à Mars, son fils, de s'occuper de l'affaire. Puis Mars fait le tour de la Terre, il a suffisamment d'alliés partout sur le globe pour pouvoir obtenir rapidement des informations. C'est un petit peu le ministre de l'Intérieur du Panthéon, et donc du Panthéon. Et donc il retrouve finalement la trace de Sisyphe jusqu'à ce qu'il mette la main sur lui et qu'il lui dise Manu militari, cher ami, maintenant tu m'accompagnes aux enfers, c'est terminé ta balade. Non, la carapate, là, c'est terminé. Donc, il le ramène aux enfers, et une fois qu'il a accompli sa mission, Mars, il se barre, parce que de toute façon, il n'a pas grand-chose à foutre chez Hadès. En plus, je crois qu'il n'a même pas séjour, ou autorisation de séjour aux enfers. Du coup, il l'abandonne aux entrées de l'enfer, on vient le chercher, puis devant Hadès, Sisyphe dit je me soumets à mon destin. Je suis désolé pour ce qui s'est passé préalablement, vous pourriez comprendre, j'avais un certain nombre de choses à faire. Mais donc, plutôt que de me soustraire à mon destin, ce que je vais faire, c'est simplement vous demander de m'autoriser à professer les derniers sacrements. Comment lui dit Hadès tu n'as pas organisé tes funérailles non, lui dit Sisyphe, pas encore, mais ça faisait partie de mes priorités. Mars est arrivé beaucoup trop vite. Hadès dit effectivement, si tu n'as pas organisé tes funérailles et si aucune cérémonie mortuaire n'a été procédée, mise en place dans le contexte, tu ne peux pas rentrer chez moi puisque l'ensemble des protocoles n'ont pas été respectés alors que tu étais parfaitement au courant que tu étais sur le point de clôturer ton existence. Bien sûr, dit Sisyphe, et donc il remonte à la surface, il va retrouver sa femme et il lui dit ma chérie, maintenant tu peux mettre en place les protocoles mortuaires. Donc tout cela se passe bien, sinon que, à la date présumée de la clôturation ou de la clôture des cérémonies en question, eh bien Sisyphe ne retourne pas chez Hadès et on l'appelle, on le mandate, il ne bouge pas. Il décide que finalement, en fait, il est très très bien chez lui et il ne fait plus rien. Jusqu'à ce que Zeus s'énerve sérieusement et que lors de cet énervement abrupt et éruptif de Zeus, eh bien, il envoie Hermès, son autre fils, pour récupérer définitivement Sisyphe. Sisyphe est récupéré, il est amené immédiatement aux enfers, il passe même pas par la symbolique au bol à Charon qui lui ferait traverser le Styx, non, on l'amène directement au cœur des enfers, mais là, au lieu de lui proposer ou de lui permettre de vivre, je dirais, une transcendance,
eh bien on lui dit, tu vas vivre un châtiment perpétuel. Et ce châtiment perpétuel, c'est que Sisyphe va devoir tous les jours pousser un gigantesque boulet de granit au sommet d'une colline. Ça lui prend exactement 8 à 12 heures, on va dire. Okay. Et lorsqu'il est arrivé au sommet de la colline, il s'endort d'épuisement. À son réveil, le boulet de granit a dévalé la pente et il va devoir recommencer. Voilà. Et donc ça, c'est le mythe de Sisyphe. Alors, c'est quoi le mythe de Sisyphe? Je pense que vous l'avez tous compris. C'est que nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre, porteurs de notre propre boulet. La question est de savoir quelle est la charge que nous y mettons. Et je ne vais pas vous donner d'exemple, parce que je pense que vous êtes parfaitement à même d'identifier pour vous ce que représente votre boulet. Quel est le boulet que vous portez tous les jours, inlassablement, au sommet d'une colline, et qui dévale cette colline dans la nuit pour que vous ayez recommencé le lendemain. Et donc nous faisons peut-être tous cela, chaque jour, à porter au sommet de notre colline le boulet de notre charge affective, émotionnelle ou passionnelle. La question est de savoir quand nous choisissons d'interrompre ce cycle. Quand nous arrêtons de nous infliger la sanction de répéter inlassablement la même erreur, de ne pas apprendre, de ne pas changer, de ne pas nous transformer, de ne pas passer à l'étape suivante. Voilà. Et donc vous avez vu un autre moi qui s'est exprimé dans un environnement tout à fait différent. Et donc, ce que vous pouvez en penser, ça vous appartient. Et si vous avez besoin d'en penser le pire, faites-le. Ne vous privez surtout pas. Autorisez-vous à être exactement ce que vous souhaitez être. Si c'est de la colère, si c'est de la rage, si c'est juste dire « ce mec, il raconte que des conneries, il est complètement débile », faites-le. Si vous ressentez de l'amour, vivez-le aussi. Et quoi que ce soit d'autre, que ce soit de la peur, parce que ces conversations vous renvoient à quelque chose d'intime qui vous fait peur, autorisez-vous à avoir peur, à plonger dans votre peur, dans le tréfonds de vos entrailles pour ressentir cette émotion viscérale qui peut nous clouer, nous paralyser, nous terroriser. Et puis, lorsque la peur a perdu de son emprise, plus rien ne nous fait peur, plus rien ne nous inquiète. C'est pareil avec toutes les émotions et c'est pareil avec tous les sentiments. Et donc, si nous avons besoin de ressentir de la haine, ressentons de la haine et exprimons-la. Pour nous, vivons cette haine en notre cœur jusqu'à ce qu'il sèche au point que nous ne puissions plus ressentir la moindre once d'amour. Parce que c'est à ce moment-là, lorsque nous nous sentons vidés de tout notre amour, que l'amour renaît, que l'amour reprend toute son hégémonie sur notre cœur, sur cette partie de nous qui nous permet d'aimer inlassablement et inconditionnellement. Merci, merci. Voilà, cette vidéo elle est bizarre et quand je la reverrai, parce que je vais le faire, je ne sais absolument pas ce que je vais voir et je ne sais pas encore si je m'autoriserai à la diffuser. Et si je m'autorise à la diffuser, c'est que j'ai pleinement autorisé la libre expression de mon de mon fou. Parce que je reconnais que j'ai également cette folie en moi et que je ne suis pas uniquement l'expression de cet individu lunetteux, bien coiffé, avec un débit lent et pesant,
Il y a des moments où j'ai juste envie d'avoir un débit totalement fluide pour pouvoir vous parler de choses complètement émotionnelles et de m'exprimer presque de manière chaotique, d'être une sorte de volcan ou d'éruption ou je ne sais pas. Eh bien voilà, je ne sais pas ce que ça donnera. Et puis, d'une manière ou d'une autre, advienne que pourra. Merci. Bonsoir.